Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast des Forums France-Inde. Société, économie, politique et culture, chaque mois nous vous proposons un nouveau sujet, toujours pour parler de l'Inde et toujours en français. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube et bien sûr sur notre site internet. Pour le trouver, tapez les Forums France-Inde sur Google et vous pourrez même vous inscrire à notre newsletter mensuelle. D'ici là, nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, je suis Amruta Prabhu, traductrice indienne vivant en France depuis plus de 10 ans déjà. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir sur le Forum des France-Inde Anne Gagnon de Weck, sociologue française qui vient de sortir un livre sur la psychothérapie en Inde. Le livre s'appelle Un divan à Delhi et il porte un éclairage fascinant sur la manière dans laquelle la pratique du traitement psychologique d'un individu, en l'occurrence indien, est conditionnée par ses réalités sociologiques et culturelles. Ayant moi-même bénéficié des suivis psychologiques dans les deux pays, en Inde comme en France, et d'avoir pu faire la comparaison, le sujet d'Anne m'a interpellée tout particulièrement et je suis donc impatiente de lui poser toutes mes questions aujourd'hui. Bienvenue Anne et merci pour votre participation. Alors, vous êtes française et sociologue. Comment est-ce que vous vous êtes intéressée à l'Inde? Qu'est-ce qui vous a amené au pays? Et qu'est-ce qui vous a guidé dans le choix de prendre la psychologie comme point d'entrée pour comprendre la classe moyenne indienne? Alors, la première fois que j'ai été en Inde, c'était un peu un hasard, en fait. C'était en 2010, ça remonte un peu. En fait, justement, j'ai une amie à moi qui était partie faire des études un an à New Delhi, à l'université Jawaharlal Nehru, voilà, une grande université indienne. Et j'ai saisi cette opportunité pour voyager et pour partir la voir. Et puis, quand je suis arrivée là-bas, la rencontre avec l'Inde, ça m'a fait l'effet, oui, d'une rencontre avec une vraie altérité. J'avais jamais voyagé hors d'Europe à ce moment-là. Et donc, je suis tombée dans une société complexe à laquelle je comprenais pas grand-chose quand je suis arrivée. Donc, ça a stimulé beaucoup ma curiosité. Et j'ai commencé à lire dès ce voyage, j'ai commencé à lire un peu de l'histoire, de la sociologie, pour essayer de comprendre un petit peu simplement ce monde. J'étais allée un mois, quoi, ce monde dans lequel j'étais tombée. Voilà. Et plusieurs années plus tard, à l'époque, je faisais des études de lettres. Plusieurs années plus tard, je me suis réorientée en sociologie. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de travailler sur la société indienne. J'avais déjà, en fait, pas mal lu. J'avais déjà fait 2 voyages d'un mois à ce moment-là dessus et pas mal lu. Et c'était une société qui m'intéressait, qui m'intriguait. Donc, donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à l'Inde. Alors, on va continuer sur ce point. Qu'est-ce qui, dans la combinaison de l'Inde et la psychothérapie, vous a interpellé? Par là, je veux dire, y a-t-il les caractéristiques de la société indienne qu'on peut peut-être mieux apercevoir de l'extérieur, qui informent la pratique de la thérapie et qui fait que vous êtes bien placé de l'extérieur pour faire cette analyse? Alors, pour répondre, je dirais que dans ce livre, en fait, j'essaye de répondre principalement à 2 questions. La première question, c'est, euh, compte tenu du fait que les psychothérapies se sont beaucoup développées dans les 20 ou 30 dernières années, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'elles se sont développées. Hein, si on avait demandé à un Indien lambda dans les années 50, 60, 70 et même 80 ce que c'est qu'un psy, eh bien, il est probable qu'en fait, il n'aurait pas trop su en quoi consistait cette profession. C'était quelque chose qui existait, mais de façon très marginale. Or, ce qu'on observe en Inde, c'est que depuis les années 90, et encore plus depuis les années 2000, il y a tout un tas de contextes dans lesquels il n'y avait pas de psy, et aujourd'hui, il y en a. Alors, il y a bien sûr une augmentation considérable dans les grandes villes indiennes du nombre de psys en cabinet. Et puis, il y a toutes sortes d'institutions qui ne recrutaient pas du tout des psychologues et qui aujourd'hui recrutent des psychologues, des psychothérapeutes, d'orientation psychanalytique parfois, d'orientation cognitive et comportementale plus souvent, etc.
Par exemple, les hôpitaux, bien sûr, au premier chef, mais également les écoles. À Delhi, depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est censé être obligatoire d'avoir un psychologue dans chaque école, chaque collège, chaque école, etc., chaque université. Aussi les prisons, les entreprises, certaines ONG. Donc, en fait, il y a beaucoup de contextes où maintenant, il y a des psychologues et il n'y en aurait jamais eu il y a 30 ans. Voilà. Donc, une des questions, c'est de se demander pourquoi ces gens ont fait appel à ces gens alors qu'on ne faisait pas appel à eux auparavant? À quel besoin est-ce que cela répond? Qu'est-ce qui a changé dans la société indienne pour que ce besoin soit apparu et pour qu'on ait besoin d'avoir des psychologues? Voilà. Donc ça, c'est une question sur les causes de cette augmentation considérable du nombre de psychologues, de psychothérapeutes. Une deuxième question à laquelle j'essaie de répondre dans le livre, c'est quelles sont les caractéristiques de la thérapie à l'indienne? La psychothérapie, le fait d'aller voir un psy, de lui parler de ses difficultés, etc., c'est quelque chose qui existe dans de très nombreux pays et ça a parfois une coloration légèrement différente d'un pays à l'autre, même peut-être entre la France et l'Italie ou entre la France et les États-Unis, on serait étonné de voir des différences, et encore plus avec l'Argentine et peut-être avec le Japon, la Chine ou l'Inde. Donc là, j'essaye dans ce livre de caractériser, de décrire les modalités spécifiques de la thérapie à l'indienne, par comparaison avec d'autres thérapies telles qu'elles se déroulent dans d'autres sociétés. Donc, en fait, la relation entre le thérapeute et le patient, ce n'est pas une relation qui est complètement isolée de la société dans laquelle elle prend place. Il faut la mettre en relation avec la façon dont se structurent les relations dans un sens plus large dans la société en général. Dans la façon dont se structurent les rapports entre les sexes, les rapports entre les générations, etc. etc. Okay, donc, oui, j'essaye de caractériser la relation thérapeutique en n'oubliant pas simplement qu'elle se prend place en Inde. Et, que, voilà. Et donc, au sens où vous le dites, en fait, ce travail, j'essaye aussi de prendre le cabinet du thérapeute comme un prisme, comme une focale pour regarder la société indienne de façon plus générale. Voilà. Ok, on va revenir par la suite aux questions de besoins, les raisons pour lesquelles les individus sollicitent les suivis en Inde. Mais j'essaie un peu de faire un zoom un peu en arrière et on va parler des choses un peu plus concrètement économiques, la situation économique de l'Inde. Pouvez-vous du coup nous expliquer comment est structurée la société indienne en termes de classe pour nos auditeurs? Comment la classe moyenne en Inde se distingue-t-elle, par exemple, de la classe moyenne française? Et quel est le profil type d'un individu qui sollicite du coup des suivis en Inde? De quelle classe sociale vient-il? La première chose que je peux dire, c'est que donc moi j'utilise l'expression middle class pour parler des individus avec lesquels j'ai fait des entretiens et des thérapeutes et des patients. La première chose qu'il faut dire, c'est que middle class, en fait, c'est un peu un faux ami. C'est pas vraiment classe moyenne. Quand on dit classe moyenne en français, on a l'idée d'une personne qui est dans une position intermédiaire dans sa société, qui n'appartient ni aux classes populaires, classes pauvres, etc., ni aux classes supérieures, aux élites, etc. Quelqu'un qui est donc dans une position intermédiaire. En fait, quand on dit middle class en Inde, on ne fait pas du tout référence à cette position intermédiaire. C'est pas du tout ça l'imaginaire qui entoure l'expression middle class. C'est beaucoup plus l'imaginaire des classes privilégiées, favorisées, habitant dans les grandes villes et menant une vie aisée. Juste pour donner une idée, pour donner une idée en termes de chiffres, en 2018, il y a 3 sociologues qui ont proposé un modèle de stratification sociale de la société indienne. Ils se sont appuyés pour ça sur une enquête sur la consommation des ménages qui a été menée en Inde en 2011-2012 par l'Organisation nationale d'enquête par sondage indien. Donc c'est une grande enquête, une vaste enquête. Et alors, d'après eux, je donne les résultats, pas tout le raisonnement, mais simplement les résultats. En Inde, il y aurait 59% de la population indienne qui appartiendrait aux classes populaires, donc presque 60%, ça fait une vraie majorité, c'est environ 700 millions de personnes. Il y aurait 16% de la population indienne qui appartiendrait aux classes intermédiaires,
Donc, on voit qu'en fait, les classes intermédiaires ne sont pas du tout importantes en Inde. 16%, c'est assez peu. Ça fait 200 millions de personnes sur 1,3 milliard de personnes. C'est pas énorme. Et il y aurait 25% de la population indienne qui appartiendrait aux classes supérieures, environ 300 millions de personnes. Donc, ce qu'on voit, en fait, quand on dit middle class, on fait plutôt référence aux 25% de la population qui appartiennent aux classes supérieures. Voilà. Donc, aux gens qui ont une situation objectivement privilégiée. Okay, objectivement privilégiés, qui ne sont pas dans le besoin, qui ont les moyens d'avoir des loisirs, parfois pour certains d'entre eux, carrément de voyager à l'étranger, ou de voilà, ok. Mais pourquoi est-ce que moi, alors donc la première chose que je peux dire, pardon, avant d'en arriver là, c'est que la plupart des thérapeutes avec qui j'ai fait des entretiens, ils appartiennent à ces classes privilégiées, ces 25% privilégiés de la société indienne. Okay, pour les patients, c'est plus dur de savoir parce que, en fait, il y a des contextes très différents. Les patients qui vont voir les thérapeutes en libéral dans un cabinet, souvent c'est assez cher. Il y a quelques thérapeutes qui acceptent de faire des séances pas chères, mais souvent c'est quand même 1000, 2000, parfois même plus roupies la séance. Donc, plus de 10 euros, 15 euros, 20 euros, enfin voilà. Donc, ceux qui peuvent se permettre de payer cette somme, c'est des gens qui ont quand même les moyens. Donc, je pense qu'en libéral, c'est principalement des gens qui appartiennent aux catégories les plus favorisées de la société indienne. D'ailleurs, très souvent, même quand on demande dans quelle langue ils parlent, on va nous dire surtout l'anglais, etc. Donc, tout ça, ça dessine le portrait d'une patientèle qui est plutôt privilégiée. Alors que dans les hôpitaux, par exemple, ou dans les ONG, etc., dans tous les autres contextes institutionnels, ça peut être beaucoup plus variable. Par exemple, dans les hôpitaux, ça peut être fréquenté par des gens, l'hôpital public ou certains hôpitaux privés même, de milieux différents. Moi, j'avais souvent des thérapeutes, quand je leur demandais en entretien qui vous avez comme patient, à quel milieu social ils appartiennent, etc., ils me disaient, ah bah ça dépend, par exemple, je suis aussi enseignant dans telle école, je suis aussi, pardon, psychologue dans telle école, et là, j'ai des élèves, j'ai des étudiants qui appartiennent à des milieux plus, peut-être moins favorisés, qui viennent de petites villes indiennes, ou alors je suis aussi embauchée par telle ONG, et donc j'ai dû faire du travail avec des gens qui vivent dans la rue. Voilà. Donc il peut y avoir des cas où on peut avoir des patients qui viennent de milieux beaucoup plus simples, beaucoup moins privilégiés. Mais pour ce qui est de la pratique en libéral, je pense que c'est principalement des gens qui appartiennent à des milieux assez favorisés. La dernière chose que je voudrais dire sur la notion de middle class, c'est qu'en fait, là j'ai parlé de ce à quoi ça renvoie objectivement. Objectivement, ça renvoie à une position privilégiée. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que surtout, la notion de middle class en Inde aujourd'hui, ça renvoie à un imaginaire, à tout un imaginaire de prospérité, de richesse, d'intégration harmonieuse à la mondialisation, de réussite. Ça renvoie à quelque chose de Shining India, quoi. Voilà, ça renvoie à ça. Et donc, ça fait rêver énormément de gens, même parmi les gens qui, en fait, n'ont pas du tout les moyens de vivre une vie prospère, mondialisée, etc. Voilà, ça renvoie à tout un imaginaire de réussite et de prospérité. Et en fait, moi, les gens avec qui j'ai fait des entretiens, cet imaginaire, ils se l'attribuaient. En fait, c'est aussi, middle class, une catégorie d'auto-identification. Quand on dit I come from the middle class, hein, en fait, ce qu'on dit aussi, c'est je veux participer au monde moderne. C'est ça qu'on dit en Inde. Je ne suis pas pour l'Inde traditionnelle, je suis pour l'Inde intégrée à la mondialisation, j'ai envie de voyager, de découvrir d'autres cultures, je veux être je veux une vie prospère, j'ai envie de participer à la société de consommation. C'est ça qu'on dit aussi. Euh, donc, il y a tout ça dans l'idée de middle class et il ne faut pas non plus s'arrêter à la question de objectivement combien ils gagnent, etc. Il faut aussi voir le côté de l'imaginaire, tout ce qui entoure, le halo qui entoure ce terme dans la société indienne. Voilà. Alors oui, il faut se défaire des imaginaires indiens, français, pour mieux comprendre ce sujet. Et je vais revenir, vous avez apporté plein d'éléments de réponse dans votre réponse, par exemple la question de la langue anglaise, mais je vais y revenir. Et pour l'instant, je vous pose une autre question. Votre livre parle d'un sujet qui est encore un peu tabou en Inde,
J'imagine que vous avez eu du mal à trouver des cas de figure, des données. Je ne sais pas si c'est documenté, combien c'est documenté en Inde. Dans ce contexte, comment avez-vous assuré la légitimité scientifique, étant donné le fait que vous portez un regard forcément extérieur, voire la légitimité personnelle de votre démarche? J'aurais presque envie de demander, par exemple, s'il existe une littérature inverse, à savoir, est-ce qu'il y a des études sur les pratiques psychothérapeutiques dans le monde occidental, peut-être vu de l'extérieur, pour faire la comparaison dans l'autre sens? Sur la question du tabou d'abord. C'est vrai en Inde que tout ce qui a à voir avec l'idée de troubles psychiques est tabou et fait peur, hein. Si on a quelqu'un dans sa famille, qui souffre de troubles psychiques réels et prononcés, souvent on va avoir tendance à vouloir le cacher, peut-être même à, un petit peu abriter la personne à la maison et pas trop vouloir qu'elle sorte, pour pas qu'elle fasse honte à la famille. Dans une société aussi où il y a la notion quand même d'honneur familial qui est assez, importante, en fait, si, votre frère peut-être, a des troubles psychiques prononcés, ça peut compromettre votre mariage ou votre réputation. Il y a tout ça. Donc c'est sûr que, c'est quelque chose qui est un peu tabou et qui, ne se fait pas sans, obstacle. Enfin, on peut pas en parler librement sans obstacle. Moi d'ailleurs, certains thérapeutes avec qui je parlais, par exemple, m'ont dit qu'ils avaient, eu du mal à, faire accepter à leur famille qu'ils voulaient être, psychologues, psychothérapeutes, parce que, en fait, c'était vu comme un métier, un peu honteux. On traite des gens, que la société rejette, et c'est comme si on était un peu contaminé par le fait de les fréquenter, autant. Donc ça peut être, un petit peu tabou. C'est encore plus le cas pour les hommes parce que déjà psychologue, ça a l'air d'être une profession un peu de femme, on pourra en reparler. Alors, c'est pas très prestigieux et en plus, s'il s'agit d'être avec des fous, hein, moi j'avais, voilà, des gens qui me disaient leurs parents leur disaient: «Tu vas être avec des pagalogues», donc c'était des fous en hindi, voilà, mais c'est pas possible et cetera. Donc ça, c'est une première chose et d'ailleurs, j'ai pas, réussi si facilement à avoir des patients qui acceptaient de témoigner. Les thérapeutes, c'était plus simple que les patients. Hem, Pas parce que, bon, parce que sans doute, je sais pas pourquoi, mais peut-être que ça a un lien avec ça, avec le fait que c'est pas si facile d'assumer d'aller voir un psychothérapeute, voilà. Cela étant dit, il faut quand même noter que, les thérapies se démocratisent de plus en plus, comme je l'ai dit, et ça a aussi des répercussions sur le fait que ce soit tabou ou pas. De plus en plus quand même se répand dans la société indienne l'idée que d'aller voir un psy, ça veut pas forcément dire qu'on est fou, hein. Aller voir un psy, ça veut aussi dire qu'on est une personne ordinaire qui rencontre des difficultés comme n'importe quelle personne dans sa vie. Parfois, on peut, avoir une rupture amoureuse ou, avoir des difficultés professionnelles ou se disputer avec son frère ou je ne sais quoi et ça peut entraîner de grandes souffrances et on peut estimer, qu'on bénéficierait de l'aide d'un thérapeute. Voilà. Donc cette idée en fait que, la thérapie, ce n'est pas que pour les gens fous, que pour les gens qui ont des problèmes psychiatriques réels et prononcés, mais que c'est aussi un outil qui peut aider, une personne «normale» entre guillemets face aux difficultés du quotidien. Cette idée-là, elle progresse fortement à mon avis en Inde. Elle progresse fortement, en particulier dans les villes. Je pense que ça devient de plus en plus normal dans un certain nombre de milieux de dire: «J'ai eu des difficultés, je suis allé voir un psy». Moi-même, je l'ai vu parce que quand je faisais mon enquête, il y a quand même pas mal de gens qui m'ont demandé le nom d'un psy. Soit pour eux-mêmes, soit pour leur cousin qui a des difficultés, leur frère, leur sœur, leur je sais pas quoi, voilà. Donc c'était un signe quand même que des gens me disaient: «Voilà, mon frère en fait, il a des difficultés, il n'y arrive pas dans ses études, il est perdu et cetera. Est-ce que tu penses pas que tu pourrais me recommander quelqu'un? Peut-être ça pourrait l'aider». Ce genre de truc. Ça montre quand même que ça devenait quelque chose d'envisageable et que c'était pas trop la honte de dire à quelqu'un: «Mon frère, il va voir un psy». En fait, c'était possible, voilà. Et d'ailleurs, on voit que même dans la culture populaire indienne, l'image du psy, ça se répand. Par exemple, il y a un film de Bollywood où il y a un psy qui est incarné par Shah Rukh Khan, voilà, la superstar bollywoodienne. Par exemple, il y a quelques romans. Par exemple, moi, j'ai acheté en Inde des magazines féminins, Vogue, et cetera, des magazines féminins pour la middle class précisément, et je voyais que dans ces magazines féminins,
il y avait souvent des psys qui donnaient leur avis sur telle ou telle question, etc. Donc on voyait ou des gens qui disaient je suis allé voir un thérapeute parce qu'à un moment donné j'avais des difficultés, pour telle ou telle raison. Donc on voit que même si ça reste un peu tabou d'aller voir un psy, je pense que ça l'est quand même de moins en moins. Il y a une tendance quand même à ce que ça soit de moins en moins tabou, parce que en fait, de plus en plus, les gens se rendent compte qu'un psy, ce n'est pas que pour les problèmes psychiatriques très importants, c'est aussi pour les difficultés du quotidien. Voilà. Euh, je pourrais dire ça comme ça. Sur la question de ma légitimité par rapport à ce sujet, je pourrais dire plusieurs choses. D'abord, en fait, cette question se pose pour toute personne qui propose d'analyser un phénomène dans une société qui n'est pas la sienne. Moi, je peux répondre en faisant une comparaison. Parce qu'en ce moment, je suis en train de faire une enquête qui porte sur la société française aujourd'hui. Et je remarque des difficultés très différentes par rapport à mon enquête sur l'Inde. Quand je faisais l'enquête sur la psychothérapie en Inde, je faisais une enquête dans une société euh, que j'ai appris à connaître tard, dans laquelle je n'ai pas grandi, dans laquelle je n'ai pas été socialisée enfant. Et donc, je ressentais une forme de difficulté à bien comprendre les mécanismes sociaux de cette société. En fait, j'avais peur de passer à côté de quelque chose que tout le monde aurait vu et que moi, je n'aurais pas vu parce que je ne connaissais pas bien la société indienne. Voilà, il fallait que je me familiarise avec le fonctionnement général de cette société. Par exemple, pour moi ici, je ne sais pas, il y a une dimension importante, la question familiale est importante. Bon, il fallait que je comprenne bien comment ça fonctionne la famille indienne en Inde du Nord, quelles sont les transformations, voilà, comment ça marche, les rapports entre les gens, les rapports entre les générations, le monde du travail. Enfin voilà, il faut se familiariser avec cette société. Par contre, je remarquais que j'avais spontanément, bien sûr, un regard extérieur et un peu décalé. J'allais peut-être poser des questions à ce phénomène, les psychothérapies, d'une façon un peu différente que l'aurait fait un Indien, un sociologue indien, par exemple. Voilà. Donc, il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, bien sûr, c'est le regard un peu décalé, et l'inconvénient, c'est la possibilité de ne pas tout comprendre ou de passer à côté de phénomènes que tout le monde comprend parce qu'on n'a pas les codes ou qu'on manque de culture sur ce domaine, ou voilà. Maintenant que je travaille sur la société française, je remarque une difficulté inverse, c'est-à-dire que, en fait, spontanément, je travaille sur un milieu que je connais très bien. En plus, là, il se trouve, je ne vais pas développer, mais que c'est sur un milieu social qui est très proche du mien. Donc, en fait, je comprends très spontanément ce qui se dit, ce qui se passe, parce que j'appartiens plus ou moins à ce milieu. Mais là, du coup, ça donne une autre difficulté. La difficulté, en fait, bah, c'est de ne pas arriver à avoir ce regard un peu décalé. Et si j'ai pas ce regard décalé, si c'est pour dire la même chose que tout le monde, à quoi ça sert de faire une enquête? Si c'est pour répéter ce que tout le monde dit déjà et ce que tout le monde sait déjà dans ce milieu-là, du coup, ça n'a aucun intérêt en fait. Il n'y a aucune plus-value. Pour qu'il y ait un intérêt à dire quelque chose, il faut arriver à dire quelque chose de neuf, apporter un regard nouveau sur le phénomène. Et ça, c'est plus difficile de porter ce regard nouveau sur le phénomène quand on est dans un monde dans lequel on est comme un poisson dans l'eau, parce qu'on appartient à ce milieu-là, qu'on connaît tout, etc. Voilà. Donc ça, je peux répondre là-dessus. Et sur l'existence de travaux, par exemple, d'Indiens sur les psychothérapies en Europe, par exemple, ou dans le monde occidental, hein, si on essayait de penser les choses dans le sens inverse. Existe-t-il des travaux qui font le chemin inverse? Alors, à ma connaissance, des travaux de sociologie, je n'en connais pas, par exemple de chercheurs indiens sur la société française, sur les psychothérapies en France. Par contre, il y a quelque chose qui existe vraiment et de façon assez massive, c'est des thérapeutes indiens, donc pas des sociologues, des psychothérapeutes, que ce soit des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes, qui exercent ou ont exercé dans un pays occidental, aux États-Unis, en Angleterre ou autre. Là, ça existe beaucoup, et ces psychologues, souvent, ils ont un regard comparatif. Parfois, ils ont exercé en Inde et puis aux États-Unis, ils ont du coup un regard comparatif, et souvent, enfin, il y en a un certain nombre d'entre eux qui écrivent des livres, etc., où ils essayent de montrer les différences, et parfois aussi de porter un regard critique un peu acéré, que ce soit sur la psychothérapie à l'indienne d'ailleurs, ou sur la psychothérapie à l'occidentale, entre guillemets. Alors, je pense par exemple à un certain nombre de psychiatres des années 70-80 qui avaient aussi exercé aux États-Unis, pour certains d'entre eux, et qui ont porté un regard très critique sur ce qu'ils appelaient la psychothérapie occidentale, en disant que c'était
par exemple, en critiquant, par exemple, l'aspect très formel de la relation entre le thérapeute et le patient, en critiquant aussi des choses comme l'idéal d'indépendance qui constituerait un peu l'idéal de guérison en Occident, en considérant que c'était en fait une illusion, que personne n'est indépendant et qu'il faut arrêter de raconter ça aux patients, etc. Donc, il y avait tout un regard critique que ces psychothérapeutes ont porté sur la psychothérapie occidentale parce qu'ils avaient eux-mêmes exercé dans les deux contextes. Et ils ont parfois écrit des livres, etc. là-dessus. Donc, en ce sens-là, ces travaux font le chemin en sens inverse d'une certaine façon. Voilà. Alors, merci encore pour cette réponse très détaillée. Et je vais dire que bah, moi, j'ai un peu lu votre livre de ce regard intérieur-extérieur parce que j'ai vécu dans les deux pays. Et c'est vrai que je trouve votre regard très documenté, très juste sur la façon que la société voit la psychothérapie. Moi-même, je sais que quand j'étais petite, par exemple, le fait d'aller voir un psy, c'était que tu es devenue folle, quoi. Tu es devenue pagle. Et que c'était très difficilement envisageable à l'époque. Alors que maintenant, quand je dis facilement à mes amis que je vais voir un psy, c'est un truc ordinaire. Alors, parlons maintenant de famille. On sait tous combien la famille est importante en Inde. Pour l'individu, elle est souvent un lieu de conflit, mais elle reste en parallèle tout de même une très forte source d'identité et de soutien. Il faut noter que l'État-providence en Inde n'est pas très développé. Alors, comment cette relation très particulière entre la famille et l'individu se traduit-elle au sein des cabinets, que ce soit dans l'approche des praticiens, le comportement des patients, voire même l'implication des autres membres de la famille? Dans le livre, vous parlez à un moment d'un paradigme de la subversion la moins subversive possible. J'ai rigolé à cet endroit, donc pourriez-vous élaborer un peu? Alors, sur la question de la famille, oui, c'est une question absolument centrale dans l'ouvrage, pour deux raisons en fait. D'abord, il y a une question, c'est quelle place accorder à la famille dans la thérapie? Parce que en Inde, sans doute plus qu'en France par exemple, la famille ne se conçoit pas spontanément comme tout à fait extérieure à la thérapie. Souvent, il y a des membres de la famille qui considèrent qu'ils ont le droit de savoir ce qui se dit, ou de parler au thérapeute, ou d'interagir, voilà. Parce que l'un des leurs ne va pas bien, a des difficultés, les gens, la mère de ce patient, ou peut-être sa sœur, ou peut-être voilà, considèrent en fait spontanément que c'est bien normal qu'il s'intéresse à ce qui arrive à cette personne, qu'il parle avec le thérapeute, qu'il essaye d'aider tout simplement la personne qui ne va pas bien. Donc moi, en fait, souvent je faisais des entretiens avec des thérapeutes et je posais cette question, que faire de la famille en quelque sorte? Et j'ai constaté que, en fait, les thérapeutes ont développé toutes sortes de façons de répondre à cette question, de, de compromis, de négociations avec la famille. Alors, il y a des gens, par exemple, qui vont vous dire, bah moi, lorsque je sens que la famille, que la mère aimerait bien venir ou aimerait bien, j'accepte. Alors, ça peut être, c'est variable, hein, mais ça peut être, j'accepte, par exemple, de lui parler au téléphone, voilà, mais je refuse de la recevoir. Ou j'accepte, par exemple, je me souviens d'une psychanalyste qui me disait, moi, quand il y a une demande de la part de la famille, je propose qu'on mette une séance avec la famille par mois ou tous les 2 mois. Voilà. Donc je fais une cure, une thérapie avec un individu, mais tous les 5, 6, 7 séances, je mets une séance avec la famille. Comme ça, on fait le point avec la famille. Ou alors des gens qui essayent aussi, de façon parfois assez cocasse, de chasser la famille de la thérapie. Par exemple, je me rappelle d'une thérapeute qui m'expliquait que sa mère, donc elle était thérapeute, mais elle allait aussi voir un thérapeute elle-même, que sa mère voulait absolument aller voir son thérapeute et qu'elle, elle voulait pas, etc. C'était un peu un conflit entre sa mère et elle, jusqu'au jour où elle en a parlé à son thérapeute et lui a dit envoyez-la moi, je vais régler le problème. Et donc, la mère est venue voir le thérapeute, mais seule, sans la fille. Et le thérapeute, en fait, a refusé, bien sûr, de lui dire quoi que ce soit sur la fille. Et il a, au contraire, cherché
à lui poser des questions sur elle, à la faire parler d'elle-même. Pourquoi est-ce qu'elle voulait savoir ce qui se passait en séance, etc., etc. Et à la fin, il lui a fait payer très cher la séance. Et donc, cette thérapeute, elle me disait que ça avait bien marché parce que sa mère, en fait, elle n'avait pas eu les réponses qu'elle voulait, et en plus, elle avait payé cher, donc ça lui avait passé l'envie de revenir, quoi. Voilà. Donc, mais ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui, en fait, ne veut pas que la famille intervienne. Mais il y a des thérapeutes qui sont beaucoup plus conciliants, voire il y en a qui trouvent que c'est très bien. Toutes sortes de positions existent. Il n'y a pas du tout une réponse homogène de la part des thérapeutes qui diraient il faut toujours faire comme ça, ou pas du tout. Chacun trouve ses petites techniques pour inclure ou ne pas inclure la famille, ou l'inclure un peu mais pas trop, etc. etc. Voilà. Mais c'est une question, ça je pense qu'on peut le dire, qui se pose pour presque tous les thérapeutes, et encore plus dans certains contextes institutionnels. Ça peut se poser bien sûr dans les cabinets privés, mais alors à l'hôpital, ça se pose encore plus parce que souvent personne ne vient à l'hôpital seul, on vient avec ses parents ou sa tante ou son frère. Et donc ces personnes, en fait, rencontrent le psychiatre très naturellement et ils ne voient pas pourquoi ils ne rencontreraient pas le psychologue aussi. Voilà. Donc là aussi, ça pose toutes sortes de difficultés. Ça, c'est la première chose, la première façon de considérer la famille dans ce travail, c'est-à-dire quelle place on accorde à la famille. Il y a une deuxième façon de considérer la question de la famille dans mon travail, c'est que certains thérapeutes indiens ont soutenu qu'en fait, certaines relations familiales constituaient des modèles pour penser la relation entre le thérapeute et le patient. Je m'explique. On est en Inde dans un contexte où certaines personnes ne savent pas ce que c'est qu'un psychologue ou n'y sont jamais allées et n'ont pas vraiment idée de comment se comporter, premièrement. Et certains disent en fait, certains psychologues ont soutenu que les Indiens viennent consulter quelqu'un quand en fait ils n'arrivent pas à avoir le soutien qu'ils devraient avoir de la part d'un aîné de leur réseau familial, type leur oncle ou leur grand frère ou leur père ou leur mère, voilà. Et que donc il y aurait en fait l'idée derrière tout ça, c'est que dans la relation entre le thérapeute et le patient, il se rejouerait quelque chose de la relation entre un jeune homme ou une jeune femme et un aîné dans sa famille. Alors là, en fait, ça pose une question assez complexe, c'est dans quelle mesure est-ce que dans la relation entre le thérapeute et le patient, il est susceptible de se rejouer quelque chose de la structure familiale indienne. Or, le système de parenté qui prévaut en Inde du Nord est assez différent de celui qui prévaut en Europe. Et en fait, comment dire, on n'est pas du tout dans un modèle comme le pensait Freud et comme le pensent les psychanalystes en Europe de moi, mon papa, ma maman. Hein, enfant, papa, maman. On n'est pas là-dedans du tout. C'est beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup plus de positions. Juste pour que les gens comprennent, parce que je pense que pas beaucoup de gens sont familiers avec ça, je vais donner un exemple pour qu'on voit bien l'ampleur de la différence. D'abord, en Inde, dans le système, en Inde du Nord, en Inde du Sud, là je donne la situation pour l'Inde du Nord. D'abord, les relations du côté de la mère, matrilatérale, et les relations patrilatérales sont vraiment différenciées. C'est pas la même chose d'être l'oncle du côté maternel ou l'oncle du côté paternel ou la tante du côté maternel ou la tante du côté paternel. Même la terminologie utilisée, nous on dit tonton ou tata pour tout le monde, mais c'est pas le cas en Inde. Ils ont des mots spécifiques. Et aussi le type de relation qu'on a avec la personne. Alors, je vais donner un exemple parce que c'est plus simple avec un exemple. Par exemple, si on se tient à la question de l'oncle, des oncles, ok? D'abord, il faut différencier les oncles paternels des oncles maternels, ok? Ensuite, il y a un deuxième critère. C'est est-ce que l'oncle en question, il est plus âgé ou plus jeune que ton père ou que ta mère? Parce que ça va aussi créer des relations différentes. Donc, si en France, on dit tonton pour tout le monde, en Inde, on va dire côté paternel, Taya, si c'est le frère aîné de ton père. Chacha, si c'est le frère plus jeune, le frère cadet de ton père. Et Foufe, si c'est le mari de la sœur de ton père. Déjà, ça fait 3 noms différents pour le côté paternel. Maintenant, il y a le côté maternel. On va dire Mama, si c'est le frère de ta mère, et Massar, si c'est le mari de la sœur de ta mère. Donc voilà. Et en fait, il n'y a pas que des noms différents, il y a aussi des types de relations différents. Hein. Globalement, on a des relations
plus simple, plus empreinte de familiarité avec les gens du côté maternel, avec Mama, son oncle maternel, ça c'est quelqu'un qui vous gâte, qui vous achète des bonbons, qui est trop sympa, voilà. Alors que du côté paternel, celui qui est plus âgé que ton père, lui, il t'éduque, donc il est sévère, il vérifie que tu fais pas de conneries dans la vie, et celui qui est plus jeune, il est un peu plus cool. Donc on voit qu'en fait, il y a plein de positions différentes, et c'est pas juste papa-maman, c'est papa-maman, mon oncle maternel, etc. Il y a beaucoup de positions. Et donc la question, c'est dans quelle mesure est-ce que toutes ces positions, elles peuvent avoir une importance ou pas dans la thérapie, hein. Quelque chose, soit dit en passant, qui est important pour les Indiens, qui font qui souvent vont en thérapie en Europe, c'est qu'il y en a qui vont dire, ou aux États-Unis, mais en fait, ils comprennent rien à ma famille. Pour eux, c'est papa-maman, et puis voilà. Mais non, en fait, moi, c'est beaucoup plus complexe, et ils savent pas qu'en fait, avec ton mama, c'est pas pareil qu'avec ton tcha-tcha, etc., etc. Voilà. Donc, il y a toute cette complexité familiale qui, en fait, est là dans la thérapie. Et alors moi, j'ai essayé dans mon travail de mettre un petit peu cette hypothèse à l'épreuve, hein, cette hypothèse selon laquelle les Indiens y verraient dans leur thérapeute comme un aîné de leur réseau familial élargi. Est-ce que c'est vrai? Enfin, comment dire? Est-ce que avec les personnes avec qui j'ai fait des entretiens, ça se vérifie ou pas? Et ce que j'ai trouvé concrètement, c'est que dans certains cas, oui, ces modèles, vraiment, ils donnent une coloration à la relation thérapeutique. Ils hantent un petit peu la relation thérapeutique. Ils sont un petit peu là de façon implicite. Et dans d'autres cas, beaucoup moins. Il y a même plutôt, moi, j'ai aussi vu des patients qui cherchaient au contraire à surtout ne pas reproduire le modèle de la relation familiale dans la thérapie. Surtout ne pas voir sa thérapeute comme une tchachi ou comme une daddy, je sais pas, sa grand-mère maternelle. Surtout pas. Donc, il y a les deux possibles. Ce qu'on peut dire, je pense, de façon certaine, c'est que c'est un horizon possible de la relation thérapeutique. Certains patients, ils adhèrent à cet horizon, ils ont envie de le reproduire, de voir leur thérapeute comme un aîné familial, un aîné de la famille. D'autres, au contraire, ils voient que c'est possible, que ça va peut-être être le cas, et ils essayent absolument de fuir ça. De dire absolument, je veux absolument pas. Par exemple, j'ai des gens qui m'ont dit, moi, je voulais pas du tout aller voir quelqu'un qui est plus âgé que moi, je voulais aller voir quelqu'un du même âge que moi, parce que sinon, il allait peut-être se prendre comme un oncle, une tante, un machin, et j'allais pas aimer ce genre de relations. Aussi parce que les relations entre les générations en Inde sont très codifiées. On doit vraiment montrer du respect pour les gens plus âgés, etc. Est-ce qu'on va se sentir libre de parler et même de dire des choses pas bien, enfin voilà, ou est-ce qu'on va sentir qu'on doit quand même faire preuve de respect et qu'on va craindre un petit peu le regard moralisateur du thérapeute s'il est plus âgé que nous. Voilà, il y a des gens qui, au contraire, ont cherché à éviter tout ça, et donc à prendre quelqu'un qui est du même âge qu'eux, comme ça, peut-être, ça va empêcher cette possibilité. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut dire, c'est que le roman familial qui peut se rejouer dans la thérapie indienne, c'est pas du tout le même roman familial qui peut se rejouer en Europe. Ce sont deux romans familiaux différents, et donc il faut les comprendre pour essayer de décrire la relation entre le thérapeute et le patient. Et sur le dernier point, c'est-à-dire le paradigme, ce que j'ai appelé le paradigme de la subversion la moins subversive possible, alors c'est vrai que c'est un peu étrange comme nom, moi aussi ça me fait un peu rire, mais qu'est-ce que ça signifie? Je vais le dire assez rapidement. En fait, moi je voyais en Inde beaucoup de gens qui allaient voir un thérapeute parce que, d'une façon ou d'une autre, ils avaient envie d'avoir une plus grande marge de manœuvre dans la façon de mener leur vie. C'était des gens qui, en fait, étaient un peu en désaccord avec la façon dont leur famille avait organisé leur vie, qu'ils voulaient peut-être, par exemple, des gens qui souhaitaient faire des études différentes que celles que leurs parents voulaient qu'ils fassent. En Inde, tous les gens de la classe de middle class veulent que leur enfant soit médecin ou ingénieur. Voilà, donc c'est simple. Et ils veulent tout le temps des professions prestigieuses, et surtout médecins et ingénieurs. Il y a un petit peu un truc autour de médecins et ingénieurs, voilà. Et il y en avait qui ne voulaient pas faire ça et qui étaient dans des études d'ingénieur mais qui en avaient marre. Donc par exemple, ça pouvait être ça. Ou alors qui voulaient épouser quelqu'un, qui avait une relation secrète avec quelqu'un, qui voulait épouser, mais ce n'était pas exactement ce que la personne qu'auraient voulu ses parents. Voilà. Donc il y avait beaucoup, dans les causes qui conduisent un individu en thérapie, ça tourne beaucoup autour du fait de vouloir avoir une marge de manœuvre plus grande dans sa vie. Vouloir un petit peu plus faire sa vie comme on le veut. Voilà. Ça un petit peu. Alors moi, au début, quand j'entendais ça, je me disais, en fait, ces gens sont un peu des rebelles.
sont un peu des rebelles. Ils veulent pas faire comme leurs parents veulent qu'ils fassent. Et donc, je me suis dit, bon, bah, d'un côté, il y a ceux qui sont un peu soumis, ceux qui acceptent, voilà la voie qui a été tracée pour toi, ok, j'accepte. Et puis ceux qui se rebellent, qui disent, ah ben non, moi, j'accepte pas, je veux pas me marier avec telle personne, je veux pas faire tel métier, je veux pas ci, je veux pas ça. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'enquête qu'en fait, ce n'était pas vraiment des rebelles comme je l'entendais. C'est pas des gens qui disaient dans leur famille, je suis pas d'accord. Non. Alors, merci beaucoup, Anne, pour tous ces éléments, pour nous parler de la famille élargie indienne. Et pour l'anecdote, je vais dire que moi, par exemple, quand j'ai commencé mon suivi psychologique en Inde, ma mère, elle savait que j'allais voir une psy, mais je voulais pas lui parler ouvertement parce que justement, je parlais d'elle en psychologie. Par contre, je parlais à son petit frère et à sa petite sœur, à ma mère, parce que je trouvais ça plus facile à dire. Et donc, raison pour laquelle j'ai trouvé rigolo cette formulation paradigme de subversion la moins subversive possible. Je l'ai vu dans mon propre vécu. Alors, on va passer du coup à ce désir de se ressentir en tant qu'individu, de se penser en tant que tel, alors qu'on est imbriqué dans un système familial qui est très élargi et très complexe et qui a beaucoup beaucoup à dire sur nos décisions. Alors, comment les différents aspects de désir, d'individualisation se manifeste dans une société comme l'Inde, où les espaces privés et publics ne sont peut-être pas conçus de la même manière qu'en France. Moi, je constate par exemple que les réseaux sociaux indiens, qui sont pour moi des espaces publics, regorgent de jeunes gens qui parlent très ouvertement, parfois assez explicitement, de leurs problèmes. On n'a pas de honte ni de contrainte à parler, même à l'écrit, de ce qu'on vit en termes d'émotions. Et en même temps, on essaie de le cacher à sa famille. Alors, pourriez-vous nous expliquer ces différentes manières de délimiter les espaces publics et privés dans les deux pays? Ok. Alors, sur la question de l'individu d'abord. Donc en fait, c'est une question centrale du livre. En fait, c'est presque la thèse centrale du livre. C'est que si les psychothérapies se développent en Inde aujourd'hui, c'est parce que depuis l'ouverture libérale du pays dans les années 1990, ce que j'appelle les valeurs individualistes progressent dans la société indienne. Alors, deux choses. D'abord, c'est quoi les valeurs individualistes? C'est de façon très simple l'idée qu'en fait, c'est à l'individu de prendre les grandes décisions pour sa vie. Que la vie, c'est une aventure individuelle et c'est pas un destin collectif. Voilà. C'est l'idée, en fait, qu'on doit avoir une marge de manœuvre importante pour mener sa vie comme on le veut. Voilà, comme on le veut. Et cette idée, en fait, elle est loin d'aller de soi en Inde. Souvent, on considère plutôt que c'est à la famille de prendre les décisions importantes de l'existence. Parce que peut-être la personne serait trop jeune, elle ne saurait pas ce qui est bon pour elle, etc. Donc, par exemple, quelle profession est-ce qu'on va faire, qui on va épouser, mais même des choses comme comment est-ce qu'on s'habille ou quel est son régime alimentaire. Tout ça, c'est des choses où souvent ce sont des décisions collectives qui fait qu'on est végétarien ou qu'on n'est pas végétarien parce qu'on vient de tel milieu ou de tel milieu, ou je sais pas, qu'on porte la barbe si on est sikh ou qu'on la porte pas si on est voilà. C'est des choses qui relèvent d'une identité collective et pas d'un choix individuel. Alors moi, ce que je remarquais, c'est qu'en fait, parmi les jeunes gens de Delhi, il y a beaucoup de gens qui voudraient avoir des marges de manœuvre plus grandes et décider par eux-mêmes, pour eux-mêmes, s'ils s'habillent de telle ou telle façon, s'ils mangent ça ou ça, s'ils épousent telle ou telle personne, s'ils font tel ou tel métier, etc. Et donc, ces valeurs individualistes, elles progressent. Elles sont, ce que je dis dans le livre, c'est qu'elles sont montantes, mais pas dominantes. Pas dominantes, ça veut dire qu'en fait, elles sont encore dominées. C'est pas encore la façon, je ne sais pas si ce le sera un jour, mais c'est pas encore la façon qui est que tout le monde considère comme normale en Inde. Au contraire, les gens considèrent plus souvent que c'est la famille qui prend les bonnes décisions, etc. Mais il y a pas mal de gens, en particulier dans la jeune génération, qui sont insatisfaits de cette situation et qui voudraient avoir un peu plus de liberté dans ces domaines. Et en fait, la thérapie, c'est un lieu où
les personnes qui ont ce désir d'avoir plus de marge de manœuvre et qui rencontrent toutes sortes d'obstacles, toutes sortes de tensions liées à ces désirs, c'est un lieu où ils peuvent espérer avoir un peu d'aide, peut-être juste expliquer leurs problèmes, essayer de trouver des solutions, comme j'ai dit, en étant subversif mais pas trop, en essayant de trouver des façons, en parlant au petit frère de sa mère, de faire changer la vie de sa mère, etc., etc. En fait, il y a d'autres lieux, par exemple, il y a des études qui montrent que dans les sectes indiennes, alors sectes au sens pas du tout péjoratif, hein, c'est-à-dire dans les mouvements qui ont un gourou, qui ont un maître spirituel, comme il y en a plein, plein, plein en Inde, eh ben, il y a des gens qui font des études là-dessus et qui montrent que ces mouvements aussi, en fait, ils offrent des réponses à des individus, à des jeunes qui ont les mêmes questions, qui arrivent et qui disent, voilà, le problème, je voudrais faire ci, mais ma famille, ils sont pas trop d'accord, et ci et ça, voilà. Des gens qui veulent avoir plus de marge de manœuvre. Et donc, la psychothérapie, c'est une réponse possible pour essayer de s'en sortir, essayer de trouver des solutions sans trahir sa famille, sans s'en prendre à ses aînés, sans rompre avec tout le monde, hein, parce qu'en Inde, ça peut avoir beaucoup de conséquences, hein. Si par exemple, vous envoyez, entre guillemets, balader tout le monde et que vous décidez d'épouser quelqu'un que personne ne veut dans votre famille, ça peut avoir comme conséquence que vous ne verrez plus votre famille, hein. Ça a des conséquences. Ça peut même, dans les cas des couples qui élopent, comme on dit, qui s'enfuient, ça peut même conduire à des crimes d'honneur. Donc évidemment, les gens ne veulent absolument pas de ça. Ils veulent pas rompre, mais ils veulent trouver des solutions intermédiaires. Voilà. Et donc la thérapie, c'est un allié pour essayer d'exposer ses problèmes à quelqu'un et de trouver une solution. Comme d'autres choses, comme des mouvements religieux ou autres. Il y a d'autres solutions à ce problème. Donc voilà, donc ça c'est la thèse centrale du livre, hein, c'est que les thérapies se développent parce que c'est un lieu qui permet aux individus de les aider à avoir un peu plus de marge de manœuvre dans leur vie, sans pour autant remettre tout en cause et se fâcher avec tout le monde. Voilà, on pourrait le dire ça. Donc c'est une conséquence de la montée en puissance des valeurs individualistes dans une société dans laquelle ces valeurs sont encore dominées. Elles sont dominées, voilà. Donc ça c'est pour la question de l'individu. Donc moi, ce que j'ai dit un petit peu de façon simple, vous avez repris cette expression Amruta, c'est que ce qui est au désir de faire une thérapie, c'est le désir d'être un individu. Le désir d'avoir la liberté de se comporter comme un individu et pas simplement comme le membre d'une famille, comme le membre d'une communauté, d'une caste. Voilà. C'est ça que je pourrais dire. La deuxième question. Ouais. Alors, sur la question des espaces, en fait, je me suis intéressée à cette question parce que j'ai remarqué que dans certains entretiens que j'ai faits, il y avait le mot space qui revenait beaucoup. Les gens disaient I want to have my space, par exemple, ce genre de phrase. Et je me suis dit pourquoi cette idée qu'il faut avoir son espace, etc. Et en m'intéressant à l'histoire de l'espace privé et l'espace public en Inde, je me suis rendu compte qu'en effet, par exemple, dans les appartements des gens, il n'y a pas souvent l'idée d'espace privé au sens d'espace individuel. En France, par exemple, on a très souvent une chambre à soi. C'est son espace et même quand on est jeune, parfois on a sa propre chambre et on l'aménage comme on veut. On peut mettre ses dessins au mur, on a une sorte de liberté parce que c'est vu comme son espace. Et moi, j'avais des gens qui me disaient, en fait, j'ai envie d'avoir mon espace. Et chez moi, on a des espaces collectifs, c'est l'espace de la famille, ou l'espace des enfants en général, ou l'espace... Voilà. C'est un espace collectif. En fait, c'est un espace privé collectif. Et il y avait une sorte de désir d'avoir un espace privé individuel. Et donc, j'ai compris que la thérapie, ça avait à voir avec ce désir d'avoir un espace privé individuel. Hein, quand on va dans le cabinet du thérapeute, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, on est dans un espace privé avec quelqu'un d'autre, bien sûr, mais on est là pour soi en tant qu'individu et pas pour soi avec sa famille. Voilà, on est là pour soi et c'était investi, cet espace du thérapeute était investi par certaines personnes comme cet espace privé individuel qui leur manquait. Ce que tu dis sur les réseaux sociaux, Amruta, en fait, c'est aussi intéressant parce que là, je pense qu'on retrouverait des choses très similaires en France ou dans d'autres pays. Mais ce que font les réseaux sociaux, ce que font les portables, les smartphones et autres, c'est en fait qu'ils viennent un petit peu déstabiliser cette opposition entre l'espace intérieur, l'espace privé et l'espace extérieur. Parce que par exemple, en Inde, mais je prends l'exemple de l'Inde, mais là, pour le coup, je pense que ce serait très similaire dans d'autres sociétés. Mais c'est tout à fait possible je ne sais pas, d'être à table avec ses parents
et en même temps d'échanger des textos avec son petit ami dont on cache l'existence à ses parents. Donc, est-ce qu'on est dans l'espace public ou dans l'espace privé? En plus, beaucoup de gens savent que, par exemple, ils peuvent très bien parler sur TikTok ou sur Instagram ou je ne sais quoi, ou sur tel ou tel réseau social, qu'en fait, jamais leurs parents n'auront accès à ça. Donc, ils se sentent une grande liberté pour dire des choses sur ces réseaux qu'ils ne diraient jamais euh, enfin, devant leurs parents, qu'ils n'assumeraient jamais comme ça. Parce que c'est vu comme un espace jeune, un espace qui est un peu un espace public extérieur, même si on y a accès depuis son salon. Et en plus, c'est un espace un peu anonyme, parce qu'en fait, on parle à qui quand on parle, on ne sait pas trop, on parle à tout le monde et à personne, voilà. Moi, ça m'avait frappé, par exemple, il y a un site, il y a une association en Inde qui s'appelle les Lovebirds, je crois que c'est. Et en fait, c'est une association qui aide les couples qui veulent se marier contre leur famille à se marier. Et donc souvent, c'est très sérieux parce que, comme j'ai dit, ça peut conduire même à des cas d'assassinat, hein, c'est très sérieux. Et donc, souvent, quand il y a des couples qui vraiment veulent se marier alors que leur famille ne veulent pas, cette association propose, s'ils s'échappent, comme on dit en Inde, s'ils élopent, s'ils s'évadent, de les héberger et de les aider juridiquement à se marier et à à faire valoir leurs droits, à faire respecter leurs droits. Parce que la constitution indienne est très progressiste de ce point de vue-là, du point de vue des lois, on peut très bien épouser qui on veut. Mais c'est pas pour ça que c'est accepté socialement. Voilà. Donc, cette association. Et alors, quand on va sur le site de cette association, on voit quantité de gens qui mettent des témoignages du genre c'est horrible, j'habite dans tel village et je suis amoureuse, je suis une jeune femme hindoue et je suis amoureuse de mon voisin musulman, mais nos familles se détestent. Voilà, je dis un peu des choses un petit peu caricaturales, mais il y a quantité de témoignages de gens qui en fait sont dans des situations très difficiles, qui mettent presque leur vie en jeu. Enfin, c'est très sérieux. Et qui, en fait, vont raconter toute leur vie sur ce site internet et jamais ils ont l'idée qu'en fait, ça pourrait les mettre en danger pour de vrai parce que peut-être leur voisin ou leur père ou quelqu'un pourrait lire et faire éclater cette question dans leur réseau social et révéler au grand jour leurs relations secrètes. Voilà, donc on a un petit peu ces paradoxes entre ce qu'on expose publiquement sur les réseaux sociaux et puis ce qu'on dit publiquement autour de soi. Voilà. Euh, alors, merci Anne pour cet exposé très détaillé de ce qui est l'espace public, l'espace privé, un peu l'espace entre deux qui existe sur Internet. Je crois que l'association dont vous faites référence, c'est les Love Commandos. Ah, Love C'est Commandos, les pardon. Love Commandos. Et j'en ai entendu parler. Je pense qu'il y a eu même une émission là-dessus à la télé. Ça avait fait. Voilà. Oui, Donc, je ne sais pas si ça avait dévoilé les identités des personnes concernées. Euh, j'avais dit les Lovebirds parce que c'est comme ça qu'ils appellent les couples en fuite dans cette association, je crois. ah oui, c'est Mais ça. Oui, non, oui. mais voilà. Mais c'est les Love Commandos, en effet. Et d'ailleurs, dans le mot commando, on voit bien que il s'agit de quelque chose de sérieux, presque un peu de guerrier, en fait, hein, de se battre pour pouvoir vivre sa relation d'amour, hein. D'ailleurs, je crois qu'un un de leurs slogans, c'est Love is not a crime. Voilà. Donc Oui, c'est ça. Et je me souviens aussi quand j'étais petite, comme je vivais dans ce genre d'appartement où il n'y a pas, moi, je partageais la chambre avec mon frère. Et que quand mon frère il est parti à l'université pour étudier, je me retrouvais seule dans cette chambre. À l'âge de 15 ou 16 ans, j'ai pris l'habitude de fermer la porte à clé. Et ça dérangeait beaucoup ma grand-mère parce qu'elle se posait des questions, genre qu'est-ce qu'elle fait toute seule dans cette chambre. Donc c'est vrai que la question d'espace est vraiment primordiale en Inde. Alors je vais passer à une autre question. Ce qui m'a vraiment marqué dans votre livre, c'est la prépondérance des voix féminines, les 3 cas d'études que vous détaillez, ainsi que la plupart des psychothérapeutes, vous avez dit, hein, que vous avez interviewés, sont des femmes. Dans une société qui est aussi fortement patriarcale comme l'Inde, où le fait d'aller voir un psy, même de le devenir, reste très mal vu, comment expliquez-vous ce phénomène, que ce soit plutôt des femmes? Est-ce lié à une croissance d'une conscience féministe, peut-être, dans la société, qui est liée éventuellement à la modernité qui vient avec le tournant libéral dont vous avez parlé? Alors les femmes, en effet, c'est une grande question parce que moi, quand je suis partie la première fois pour faire une enquête de terrain sur les psychothérapies en Inde, j'étais pas venue en me disant que j'allais accorder une grande importance à la question du genre.
Mais dès que je suis arrivée, j'ai vu que c'était en fait très important parce que les milieux de psychologues, de psychothérapeutes, ce sont des milieux très féminins en Inde. Alors que les psychiatres, ce sont des milieux très masculins. Donc là, il y a vraiment une distinction très forte entre les psychiatres qui sont des médecins, qui sont des hommes, et les psychologues, les psychothérapeutes, les psychanalystes qui sont majoritairement des femmes. Et parfois, très majoritairement. Parfois, c'est 3/4, voire plus que 3/4. Voilà. Moi, par exemple, j'ai fait des entretiens avec, je crois, environ 60 personnes pour mon travail, pour mon enquête. Et j'ai regardé, c'est 76% de femmes. Voilà, donc ça dit quand même quelque chose. Alors, pourquoi tant de femmes? Alors, il y a sans doute plusieurs façons de répondre à cette question. Premièrement, du côté des thérapeutes, il y a beaucoup plus de femmes, donc c'est normal que j'ai eu plus de femmes dans mon enquête. En fait, quand on fait l'histoire, pour ce qui est de la psychanalyse plus précisément, si on fait l'histoire de la psychanalyse indienne, alors je peux essayer de le faire en 2 minutes, mais on se rend compte que ça... J'explique et vous allez comprendre. Au tout début, la psychanalyse a été fondée par des hommes, à l'époque coloniale. C'était des médecins, des gens importants qui fondaient la psychanalyse, qui rapportaient ces savoirs venus d'Europe et qui les acclimataient à l'Inde et qui fondaient des grandes traditions intellectuelles. Donc ici, ce sont des hommes qui ont des professions prestigieuses. Et puis, au fur et à mesure où ça s'est développé dans les décennies qui ont suivi, même après l'indépendance et tout ça, pour ce qui est de la profession de psychologue et de psychanalyste, en fait, comme je l'ai dit, c'était des professions marginales. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui faisaient ces professions parce qu'en fait, ce n'était pas vraiment une profession. C'était entre le bénévolat, l'engagement, le militantisme, le monde associatif. C'était un peu quelque chose au milieu de tout ça. Et alors, il y a un profil qui s'impose beaucoup dans les années 50, 60, 70, etc. C'est parmi les psys, par exemple, à Mumbai, par exemple, c'est clairement le cas. C'est le profil de la femme âgée qui a fini d'élever ses enfants. Alors ça, c'est tout un profil, c'est-à-dire à ce moment-là, c'est plus le cas aujourd'hui, hein, à ce moment-là, les psys, c'était beaucoup des femmes un peu âgées qui en fait avaient fini d'élever leur enfant et voulaient avoir un rôle dans la société. Donc voilà, on voit qu'aujourd'hui, avec le fait que la psychologie se professionnalise de plus en plus, que psychothérapeute devient une profession reconnue qui donne accès à toutes sortes de professions dans des instituts très variés, dans des institutions très variées, eh bien, le modèle, ce n'est plus cette femme un peu âgée qui met à profit son temps libre pour avoir une utilité sociale en devenant psychanalyste, par exemple. Ce sont de plus en plus des jeunes femmes qui vont à l'université en tant que psychothérapeute et qui veulent exercer donc cette profession dès 25 ans, en fait, qui peuvent l'exercer assez jeunes. Ce qui veut dire aussi, ce n'est pas sans conséquence que le profil type de la psychologue aujourd'hui, ce n'est plus un homme âgé ni même une femme âgée, c'est souvent en fait une jeune femme de 30 ans ou qui a dans la trentaine, ce qui n'est pas exactement la même chose qu'un psychiatre de 50 ans ou que voilà. En termes aussi de relations thérapeutiques avec le patient, ça peut avoir des conséquences. Un dernier facteur important, je pense, indirect, mais en fait, à mon avis, assez crucial, qui expliquerait la prépondérance des femmes dans mon travail, chez les thérapeutes et aussi pas mal chez les patients, c'est qu'en fait, ce n'est pas aussi aisé, pour le dire ainsi, d'être un individu pour une femme que pour un homme. Hein. Tout l'objet de ce livre, c'est de montrer que l'essor de thérapie est lié à la progression des valeurs individualistes et au désir d'être un individu. C'est ce que je disais. Or, force est de constater que les hommes et les femmes ne sont pas égaux devant la possibilité d'être un individu en Inde, d'être un individu plutôt que le membre d'une communauté. Hein, les femmes, depuis au moins la période coloniale, se sont vues attribuer le rôle d'être les gardiennes de la tradition. Dans ce rôle, en fait, elles doivent suivre la voie qui a été tracée pour elles. Et ce qu'on remarque en Inde, c'est que la possibilité pour que les femmes mènent leur vie comme elles l'entendent, ça peut susciter des paniques morales considérables, notamment lorsque ça touche aux questions de l'organisation familiale, et surtout en Inde du Nord, plus encore qu'en Inde du Sud. Hein. Les questions de l'alliance, les questions de la sexualité féminine, etc., sont des questions qui soulèvent des émotions considérables et
en ce sens-là, s'écarter de la voie qui a été tracée pour soi par sa famille, c'est beaucoup plus coûteux pour une femme que pour un homme. Et donc, puisque les psychothérapies sont d'une certaine façon un peu une réponse aux tensions qui naissent de ce désir d'être individu, je pense que ça explique aussi indirectement la forte proportion de femmes qui sont intéressées par cette question des psychothérapies. Parce que d'une certaine façon, vu que c'est plus difficile pour elles, elles ont aussi besoin un peu plus d'aide ou de recourir à ce dispositif qui est une sorte de béquille aussi pour s'en sortir dans une situation complexe où l'on fait face à des attentes contradictoires. Hein. Je crois qu'une des choses qu'on peut dire sur les femmes indiennes aujourd'hui, c'est qu'elles font face à des injonctions tout à fait contradictoires. Hein. C'est d'un côté, soit une jeune femme moderne et fait des études, etc. Et de l'autre, surtout, quand même, ne dévie pas trop de la trajectoire qu'on a décidée pour toi, obéis à ton père ou à ta mère pour savoir pour ce qui est de ton conjoint ou de ta profession. Donc, c'est vrai aussi pour les hommes, mais pour les femmes, on est vraiment sur quelque chose soit moderne et traditionnel, soit libre mais obéi, soit voilà. Donc, c'est quelque chose qui quand même crée des tensions parce qu'en fait, c'est difficile d'obéir à des injonctions contradictoires. Et donc, je pense que euh, la place importante des femmes dans le milieu des psychothérapies a à voir de façon indirecte aussi avec cette situation sociale compliquée où on attend d'elles des choses euh, un peu incompatibles entre elles d'une certaine façon. Voilà. Alors oui, quelque part, le fait d'être soumise par le système fait que les femmes prennent le devant, si tu veux, pour essayer de s'individualiser. Donc c'est un peu ce que vous décrivez dans le livre. Alors je vais passer à un autre sujet parce que c'est vrai que l'Inde a la taille d'un continent et il y a plusieurs régions, plusieurs communautés, plusieurs langues. Vous abordez dans votre livre la question du plurilinguisme de l'Inde et l'enjeu que cela représente pour la thérapie par la parole. Par exemple, vous dites à un moment qu'il n'y a même pas de mot direct pour parler de la sexualité dans une langue que le hindi et que du coup, les patients ou les praticiens même, ils passent à l'anglais pour parler de ces choses-là et cela met forcément une distance affective dans les propos. Moi, étant née et élevée dans cette culture un peu hybride, multilingue, je pense que le syncrétisme naturel de la société indienne fait qu'on passe facilement d'une langue à l'autre, qu'on choisit un peu les mots. Est-ce que vous ne pensez pas que ce plurilinguisme élargit le vocabulaire et les choix possibles pour les patients et les psychothérapeutes et que cela est plutôt donc une source de force que de contrainte? La question du plurilinguisme, elle est très importante hein, parce qu'on parle de thérapie par la parole. Donc, c'est pas la parole, on parle jamais dans la parole, on parle toujours dans une langue particulière. Quand en Inde, on a 22 langues régionales recensées par la Constitution, quand on a un pays où il y a des individus qui sont très souvent plurilingues, dans quelle langue vont-ils parler pendant la thérapie? Donc ça, c'est une question. Alors, à cette question, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, en Inde, on ne parle pas de tout dans toutes les langues. Comment dire? Les langues, c'est en fonction des contextes. Par exemple, dans le milieu professionnel, si on a un métier un petit peu haut classé socialement, on va parler anglais. Mais quand on descend avec le conducteur de rickshaw, on va spontanément parler pas anglais. Spontanément, par exemple, hindi ou une autre langue indienne. Peut-être qu'il y a des gens, je ne sais pas, avec leurs parents qui vivent à Delhi, ils peuvent spontanément parler punjabi, et puis ils sortent, ils parlent hindi avec leurs amis, et puis ils s'adressent à leurs professeurs, ils parlent anglais. On s'adapte spontanément au contexte. Donc les langues, c'est très contextuel. Et ce que je remarque, c'est que dans la thérapie, ces contextes sont reproduits. C'est-à-dire que les gens me disaient parfois, bah, peut-être si on parle plus de son métier, on va parler en anglais, mais le moment où on va raconter un souvenir d'enfance où on parlait avec notre grand-mère en punjabi, eh ben, on a envie de le dire en punjabi. Voilà, quelque chose comme ça, parce que c'est lié à un contexte. Euh, donc ça, c'est une première chose. Et en fait, ça pose une question parce qu'en Inde, il y a tellement de langues qu'en fait, c'est pas du tout évident d'avoir un thérapeute qui parle la même langue que vous. Souvent, en fait, on n'a qu'une seule langue en commun, l'anglais. Ou alors l'anglais et l'hindi, par exemple, en Inde du Nord. Et encore, parfois, il y a des gens en Inde du Nord qui viennent de l'Inde du Sud, etc., qui parlent même pas forcément hindi. Donc, c'est pas si simple. Ou alors, il peut y avoir des gens de milieux sociaux moins favorisés à l'hôpital qui parlent pas anglais. Cette question de la langue, en fait, elle est très importante
et pas toujours thématisé autant, à mon sens, qu'il le faudrait par les thérapeutes indiens eux-mêmes, mais je pense que ça tient au défi immense que représente cette question dans un pays où il y a tellement de langues. Sur la question de la sexualité, moi, des personnes m'ont dit qu'en fait, ça peut être des questions un peu taboues en Inde comme ailleurs, bien sûr, et que l'anglais, c'est une langue de la distance en Inde, parce que c'est pas la langue de l'enfance. Donc parfois, pour parler de choses qui sont un peu taboues et avec laquelle on n'est pas super à l'aise, on peut passer par l'anglais, ça fait une distance affective, et ça permet de dire des choses plus facilement que dans une langue qui est liée, par exemple, euh, à un système de valeurs hindou, par exemple l'hindi, ou à, je sais pas, à son enfance dans un milieu musulman, ou voilà, des choses qui vont renvoyer à des valeurs un peu plus peut-être conservatrices, où la question de la sexualité sera plus difficile à aborder. Alors que l'anglais, c'est une langue de l'étranger, c'est une langue plus distante, la langue du monde professionnel et de l'école. Donc on peut aborder des réalités tabous un peu plus facilement dans cette langue. Voilà. Donc la question des langues, en fait, elle est pas du tout neutre et c'est pas par hasard qu'on parle de telle ou telle chose dans telle ou telle langue. Voilà. Alors oui, ce que vous dites, c'est vraiment très intéressant sur la question des langues, parce que hier, par exemple, je m'entretenais avec une amie psychologue qui me dit, elle est née à Bombay, elle parle hindi, marathi, tamoul, anglais, et que des fois, il y a des patients qui viennent vers elle qui disent, moi j'ai envie, je suis plus à l'aise dans le marathi ou dans le tamoul, et qu'elle doit leur expliquer que, en fait, si vous êtes plus à l'aise dans cette langue, que vous me parliez dans cette langue, c'est très bien, que je comprends, mais que je vais peut-être vous répondre dans une autre langue. Donc ça aussi, c'est des cas de figure qui arrivent en Inde. Alors, la dernière question que je voudrais aborder, c'est quand même un sujet très important, hein, celui de la spiritualité en Inde et son influence sur les pratiques psychothérapeutiques. Alors, on sait tous que l'Inde est un pays très religieux où les traditions de maîtrise de soi ont existé depuis des millénaires, hein, bien avant la psychologie occidentale. Vous décrivez dans le livre, et je trouve ça très juste, le tournant capitaliste qu'a pris le spiritualisme indien depuis 1991 en particulier. On vend toutes sortes de choses, y compris l'hindouisme aujourd'hui. Vous parlez aussi de la relation privilégiée de Guru Shish. Vous avez évoqué ça un peu plus tôt dans les relations cadet-aîné qui existent dans ces disciplines. Pourriez-vous du coup développer un peu comment les psychothérapeutes s'inspirent, s'en emparent ou se défendent au contraire de ces cadres préexistants de la spiritualité? Sur la question de la spiritualité et de ses liens avec le monde de la psychologie, c'est vrai qu'en Inde, et pas qu'en Inde d'ailleurs, ce sont des mondes qui entretiennent des liens. Les frontières entre les deux sont parfois poreuses. Il n'y a pas d'étanchéité entre les deux. Du point de vue des psychologues, des psychothérapeutes, des psychanalystes, ce que j'ai observé, c'est que, comme tu l'as dit, certains acceptent complètement cette porosité et trouvent qu'en fait, ça a plein de choses à voir, la psychothérapie et la spiritualité. Ils peuvent même avoir toutes sortes de pratiques un peu mixtes, etc. Ça peut exister. Et il y en a, au contraire, qui sont un peu méfiants de ce genre de mixité, qui essayent de maintenir la psychothérapie à distance, qui essayent de maintenir, pardon, la spiritualité à distance, et de faire une sorte de psychothérapie un peu plus pure, entre guillemets. Donc, il y a des positions assez variées. Moi, plusieurs choses intéressantes que j'ai remarquées. C'est d'abord, même parmi les thérapeutes qui n'ont pas d'hostilité particulière envers la spiritualité, parce que ça existe aussi, certains thérapeutes peuvent avoir des formes un petit peu de méfiance ou d'hostilité envers le monde de la spiritualité. Mais même parmi ceux qui n'ont pas de cette méfiance-là, il y en a qui cherchent à se distinguer de la figure du maître spirituel et parfois explicitement. Par exemple, il y a des thérapeutes qui m'ont dit, moi je dis toujours aux patients que je n'ai pas de baguette magique. Dans la première séance, je leur dis, moi je ne fais pas de tour de magie, je ne fais... Si vous croyez que je vais vous faire aimer votre mari, ou faire que votre mari tombe amoureux de vous, ou que votre fille revienne, ou que je sais pas quoi, que vos problèmes se résolvent, non. Voilà. Donc ils professent une forme d'impuissance et cette impuissance a pour but, à mon sens, de les distinguer de la figure du maître spirituel. De dire à la personne, c'est comme un signal envoyé en disant « je ne suis pas un maître spirituel ». C'est autre chose. C'est autre chose. Et ça, même parmi ceux, je pense, qui acceptent des formes de porosité avec la spiritualité, je pense qu'ils voient quand même une spécificité de la thérapie qui n'est pas le recours à un maître spirituel, à un gourou, etc. Et donc, il y a une volonté de se distinguer
en professant une forme d'impuissance, c'est-à-dire moi, je ne vous promets pas monts et merveilles, je ne vous promets pas de miracle, je ne vous dis pas que votre vie va s'améliorer. Je vous dis, ensemble, on va essayer de trouver des techniques pour que vous viviez un peu mieux les difficultés que vous rencontrez, mais je ne vais pas régler vos problèmes. Voilà. Donc, voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et deuxième chose, c'est que parmi, comme tu le disais, parmi les modèles qui ont été proposés pour penser la relation thérapeutique entre le patient et le thérapeute, donc en Inde, en particulier dans les années 70, 80, etc., certains thérapeutes avaient proposé le modèle entre un aîné et son cadet, comme tu l'as dit, mais d'autres avaient aussi proposé le modèle entre un gourou, un maître spirituel, et le disciple qui vient le voir. Alors moi, je me suis demandé, est-ce que je peux observer ça aujourd'hui à Delhi et en fait, pas tellement. Bien sûr, j'ai trouvé quelques exemples. Il y a aussi une autre enquête aussi qui a fait le cas et qui a trouvé, je crois, 2 sur 10 environ, 2 cas sur 10 environ où c'était un petit peu présent, cette histoire de voir son thérapeute comme un maître spirituel, mais c'était pas non plus omniprésent, comme si c'était vraiment présent partout. Pas du tout. Et au contraire, il y avait parfois aussi une volonté de mettre à distance complètement cette question du spirituel dans la thérapie. Voilà. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est là, c'est quelque chose que j'ai pu un peu observer, mais d'une façon beaucoup moins prégnante que ce qu'on pourrait croire en lisant certains écrits de psychiatres des années 80, par exemple. Voilà. Et je pense que ça a aussi à voir avec la question des valeurs individualistes, comme on disait, parce que ce sont des gens qui veulent reprendre leur vie en main eux-mêmes et pas simplement confier leur destin à la sagesse d'un maître spirituel. Voilà. Mais bon, toutes sortes de cas existent. En tout cas, ce n'est pas dominant. À mon sens, ce n'est pas dominant, ce modèle. Voilà. Alors, merci pour cela, Anne. Oui, c'est vrai que dans les imaginaires français, la spiritualité, c'est le truc qui émerge sur la société indienne, mais c'est vrai que la psychothérapie et la spiritualité ne sont pas enchevêtrées de la même manière. Alors, on va conclure sur une note légère. Pensez-vous que les Indiens de la classe moyenne aujourd'hui soient heureux? Et quel avenir voyez-vous pour la psychothérapie dans ce pays? Voilà. Alors moi, j'ai pas de boussole pour savoir si les gens sont heureux. Hein. Je pense que s'il y en a qui vont voir des thérapeutes ou toutes sortes de choses, c'est qu'ils rencontrent quand même des difficultés, mais comme tout le monde. Voilà, bon, c'est un peu difficile de se prononcer sur le bonheur. Voilà. Sur l'avenir de la psychothérapie, des psychothérapies, hein, en fait, on dit la psychothérapie, mais il y a des formes très variées. Hein, voilà. C'est un peu difficile. Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même dans un mouvement où ça devient de plus en plus courant et j'ai du mal à imaginer qu'on régresse complètement, que ça redevienne à la situation antérieure, Est-ce que ça va continuer et devenir ce que c'est par exemple en France? C'est-à-dire, en France, je crois que dans les statistiques, c'est 1 personne sur 3 qui a déjà été voir un psy. Donc, on est très, très, très loin de ces chiffres en Inde, hein, très, très, très loin. Mais est-ce que ça va continuer à s'imposer comme quelque chose de courant dans la société indienne, de plus en plus courant? Ou est-ce qu'à un moment donné, ça va toucher une sorte de plafond de verre et ne pas continuer à augmenter? Voilà, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des questions centrales pour que ça continue de se démocratiser, notamment, c'est ce qu'on disait, hein, bon, la question du coût économique, toutes ces questions autour de ça, et aussi la question des langues, en effet, parce que tout le monde n'est pas anglophone, et c'est difficile aussi de trouver des thérapeutes et des patients qui partagent les mêmes langues. Or, nous sommes vraiment dans une thérapie par la parole. La question de la langue, elle est forcément centrale. Voilà. Mais bon, il y aurait sans doute d'autres choses à dire. C'est un peu difficile j'ai pas une boule de cristal pour savoir l'avenir, mais voilà. Alors, vous n'êtes pas le gourou, alors, pour nous dire comment ça va se dérouler. Alors, nous avons parlé de plein de choses. Il reste beaucoup à creuser. Et j'inviterai donc nos auditeurs à découvrir votre livre « Un divan à Delhi » qui vient de sortir pour approfondir leurs connaissances sur ce sujet. Merci pour votre participation et j'espère que votre livre il pourra bientôt être traduit pour le public indien aussi. J'espère également. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Je rappelle que le livre d'Anne Gagnon de Weck s'intitule « Un divan à Delhi, psychothérapie et individualisme dans l'Inde contemporaine » et qu'il est édité chez ENS Éditions.